Bonjour et bienvenue sur LCP. Ce jeudi 26 juin, l'ordre du jour est aux mains d'UDR, le groupe d'Éric Ciotti à l'Assemblée nationale, allié du Rassemblement national. Et il a choisi un sujet sensible, une proposition de loi pour interdire un mariage quand l'une des deux personnes est présente illégalement en France. C'est l'affaire Robert Ménard, le maire de Béziers, qui avait refusé de célébrer un mariage parce que l'un des deux époux était sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. La séance est ouverte. La parole à Gérald Darmanin. Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi qui touche à la fois à l'autorité de la République, à la clarté du droit et à l'exigence de cohérence qui doit guider toute notre action publique. Peut-on, en conscience, affirmer la force de la loi tout en acceptant que ses fondements soient contournés? Peut-on défendre l'autorité républicaine si l'on tolère que l'un de ses actes les plus solennels, le mariage civil, soit instrumentalisé pour régulariser une situation illégale? Ce texte a été porté par le groupe centriste du Sénat et le sénateur Demilly, pour lequel je veux y avoir une pensée aujourd'hui. Il a déjà été adopté très largement par le Sénat et il répond sans détour à ces questions. Il affirme un principe simple: le respect du droit n'est pas une option, c'est la condition première de l'égalité et de la confiance dans la République. Il ne s'agit pas d'un texte contre qui que ce soit, mais d'un texte pour la cohérence de notre droit. Il ne remet en rien en cause le droit au mariage. Il rappelle qu'aucun droit ne saurait s'exercer en dehors du cadre légal. Le mariage républicain, qui ouvre des droits et des devoirs, ne peut être le vecteur de la régularisation de fait, une forme de régularisation par effraction. Permettez-moi de rappeler les points saillants de la proposition de loi de M. Demilly. Elle inscrit dans le Code civil, à travers un nouvel article 143.1, l'exigence de régularité du séjour pour pouvoir contracter mariage en France. Elle renforce les moyens de contrôle et d'enquête à la disposition d'état civil et du parquet, afin de mieux lutter contre les unions frauduleuses ou arrangées. Et pour avoir été maire, comme de nombreux élus ici, chacun voit à quel point le maire, qui est chargé de la régularité de ces documents et de ces situations, a une position extrêmement faible, voire extrêmement peu d'informations, et encore moins de temps avec le parquet pour les vérifier. Les futurs époux étrangers devront ainsi justifier leur situation au regard du séjour. Le délai de sursis que peut prononcer le procureur de la République se verra allongé à 2 mois renouvelables en cas de suspicion de fraude. Et le silence du parquet vaudra désormais sursis, laissant à l'enquête administrative le temps nécessaire pour aboutir. C'est aussi un texte pour les élus, afin qu'ils puissent accomplir ce qu'a déjà prévu le législateur et qu'ils sont incapables de faire dans les temps impartis de la loi et dans les moyens qu'on leur offre. Ce texte offre donc aux maires de France, en première ligne, des outils juridiques clairs pour faire face aux pressions et aux doutes et pour garantir la sécurité juridique de leurs décisions. Certains invoqueront, comme au Sénat, la liberté fondamentale de se marier. Mais nous pouvons tous se redire solennellement: aucune liberté ne s'exerce en dehors du respect de la loi. Le mariage n'est pas un passe-droit. Le mariage est un engagement réciproque devant la République qui doit s'inscrire pleinement dans le cadre de ces textes les plus fondamentaux. D'autres rappelleront la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2003, qui avait estimé à l'époque que l'irrégularité du séjour ne pouvait, à elle seule, faire obstacle à la liberté du mariage. Nous connaissons évidemment la décision du Conseil constitutionnel et nous la respectons. Mais la jurisprudence, même constitutionnelle, n'est pas un dogme figé, comme l'a démontré encore très récemment les décisions du Conseil constitutionnel sur d'autres textes, et notamment sur la loi narcotrafic, dont on nous avait promis, surtout le régime carcéral, une censure immédiate. Et je remercie le Conseil constitutionnel d'avoir entendu l'augmentation très importante de la délinquance et du narcotrafic pour valider la proposition faite par le Parlement et par le gouvernement. La jurisprudence vit, évolue, s'adapte aux réalités de son temps. Or, depuis plus de 20 ans, le contexte migratoire, les enjeux d'ordre public, les risques d'instrumentalisation du mariage ont profondément changé. Il est légitime, dans une démocratie vivante, d'interroger à nouveau nos principes à la lumière de ces défis contemporains. Regardons aussi, mesdames, messieurs, nos voisins européens. La Suisse, le Danemark, gouverné par un gouvernement socialiste, ont fait le choix de conditionner le mariage à la régularité du séjour, sans renoncer ni à leurs valeurs, ni à leur état de droit. Il rappelle ainsi que le respect des règles communes est la première des solidarités nationales.
Ce texte n'est en aucun cas un symbole. C'est une réponse concrète à la réalité et le gouvernement espère que la proposition de loi centriste reprise aujourd'hui par M. Michou et ses collègues soit adoptée pour donner à la loi, au procureur de la République, aux élus, aux maires, une réponse à ceux qui détournent le mariage pour contourner la loi. Une réponse donc à tous ceux qui attendent clarté et soutien de la part de textes bien écrits. Une réponse à tous ceux qui veulent que la République parle d'une seule voix et qui ne procède pas, d'une part, à l'expulsion de personnes pour leur permettre, d'autre part, d'empêcher ces expulsions par le fait que le maire, officier d'état civil, agisse au nom de l'État et rend ainsi ubuesques certaines dispositions. Le gouvernement soutient donc la proposition de loi et accompagnera toute initiative visant, je le dis notamment pour l'article 1er, à la sécuriser juridiquement sans trahir l'esprit. Plusieurs amendements sont déposés dans ce sens pour améliorer le texte. Le gouvernement les soutiendra ou apportera un avis de sagesse. Parce qu'on ne bâtit pas un projet de vie sur l'illégalité, parce que la République est forte lorsqu'elle est cohérente, parce que la France ne peut pas prendre des décisions d'un côté et faire l'inverse de l'autre, parce que dans chaque mairie de France, l'autorité doit être claire, lisible et incontestable. Je suis heureux, avec vous, mesdames et messieurs les députés, de continuer l'œuvre des sénateurs. Merci. Vous l'avez compris, le sujet des mariages dits arrangés avait déjà été mis en débat au Sénat. Il a donc été repris à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe UDR, les députés d'Éric Ciotti. Le rapporteur estime nécessaire de protéger les maires. Le mariage civil est une belle institution républicaine. Lorsque un maire célèbre un mariage, c'est la République à travers lui qui institue et reconnaît une union entre deux époux. Union créatrice de devoirs et de droits. Cette belle institution, il est notre devoir de la protéger contre ceux qui la détournent de sa finalité. Il est donc notre devoir de la protéger contre ces époux qui n'ont aucune intention matrimoniale et qui se marient avec, comme tout objectif, d'obtenir un titre de séjour. Or, aujourd'hui, de trop nombreux maires sont impuissants face à des situations ubuesque, selon le mot même de notre président de la République. De trop nombreux maires sont en effet contraints de célébrer des mariages qui savent pertinemment frauduleux car destinés exclusivement à régulariser le séjour de l'époux étranger. Premiers magistrats de leur commune, les maires se retrouvent ainsi complices involontaires d'un détournement de la loi orchestré par l'époux étranger. Et gare aux maires qui écoutent leur conscience et refusent de se plier à un tel dictacle. Ils encourent une peine d'inéligibilité et une amende, parfois même la prison. Je pense bien sûr à M. Stéphane Villemotte, maire UDI de la ville d'Aumont, qui a été attaqué en justice et a subi de multiples pressions et menaces pour n'avoir fait que son devoir, à savoir refuser le mariage et de marier un imam salafiste algérien sous le coup d'un arrêté d'expulsion du territoire français et dont la mosquée avait été fermée pour apologie du terrorisme. J'aurais également pu citer bien d'autres exemples de maires courageux, comme celui de Robert Ménard à Béziers, ou celui de Madame le maire LR de Bourg-les-Valences, Marlène Mourier, ou encore dans ma circonscription, à Montpont-en-Bresse. À ceux d'entre vous qui tenteraient de minimiser ce phénomène pour des raisons idéologiques, je rappellerai qu'en 2024, environ 700 personnes ont ainsi été mises en cause pénalement au titre des dispositions qui répriment le mariage contracté aux seules fins d'obtenir ou faire obtenir un titre de séjour. Par ailleurs, il faut être sourd ou aveugle ou ne pas être beaucoup dans sa circonscription pour ignorer les remontées du terrain. Nos maires sont de plus en plus exposés à des mariages frauduleux impliquant des époux étrangers en situation irrégulière. Il y a donc urgence à agir pour protéger nos maires. Et c'est précisément le sens de cette proposition de loi dont Monsieur le ministre vient de faire part, la loi du sénateur Stéphane Demilly, dont je rends hommage, ainsi qu'au groupe centriste, Union centriste. Lors de son dépôt, elle contenait un article unique dont l'objet est simple: interdire aux personnes de nationalité étrangère qui se trouvent en situation irrégulière sur notre territoire
de contracter un mariage. C'est l'article 1er. Son objectif est tout simplement limpide. Mettre fin au détournement du mariage comme outil de régularisation au mépris de notre droit des étrangers. En adoptant une telle interdiction, la France rejoint bien d'autres pays européens, tels que l'Angleterre, le Danemark ou la Suisse, qui subordonnent la célébration du mariage à la preuve d'un titre de séjour régulier de l'époux étranger. Lors de son examen au Sénat, la proposition de loi a été enrichie de 2 dispositions opportunes. D'une part, obliger l'époux étranger à transmettre à l'officier d'état civil tout élément permettant d'apprécier sa situation au regard de son droit de séjour, c'est l'article 1er A. D'autre part, renforcer les prérogatives du procureur de la République, notamment en allongeant d'1 mois à 2 mois le délai de l'enquête pour prouver l'absence d'intention matrimoniale des époux, c'est l'article 1B. J'en appelle à la responsabilité de chacun d'entre vous, mes chers collègues, car l'attente est forte. L'attente est très forte du côté de nos maires, dont certains que je salue aujourd'hui et qui assistent à nos débats dans les tribunes. Il n'est pas un hasard si cette proposition de loi est soutenue aussi très fortement par l'Association des maires de France et aussi par l'Association des maires ruraux. Ce n'est pas non plus un hasard si elle est largement soutenue par nos concitoyens, puisque 73% d'entre eux sont favorables à l'interdiction pour toutes les personnes en situation irrégulière de contracter un mariage, et ça, suivant un sondage récent. Ces soutiens expriment un ras-le-bol légitime face à une situation de décrédibilité, décrédibilisant les institutions, démoralisant les élus de terrain et qui nourrit la défiance auprès de nos concitoyens. Il est donc de notre devoir de répondre à cette exaspération en adoptant cette proposition de loi qui est le fruit, et ça a été dit tout à l'heure par Monsieur le ministre, du bon sens républicain, selon l'expression que j'ai entendue aussi lors de mes auditions. Une proposition de loi de bon sens est dénuée de toute logique partisane. Je rappelle qu'elle a été déposée par un sénateur centriste, soutenu par le ministre de la Justice et largement adoptée au Sénat, puis adoptée, je le redis, en commission des lois. Son adoption conforme, je redis, son adoption conforme en commission permet d'ailleurs d'envisager une mise en œuvre très rapide, comme le souhaitent ardemment les représentants de maires. Et je tiens en ce sens à remercier, à saluer Madame Bonivard, DLR, qui a pris ses responsabilités en retirant ses amendements en commission. Je fais de la même manière pour Monsieur Lefebvre, de l'ensemble de la République, qui vient de retirer les siens, et je le remercie pour ce bon sens et cette volonté de s'unir. J'espère donc que nous pourrons avoir le plus largement possible adopté cette proposition de loi et ainsi protéger nos maires qui le méritent tant. Merci. Cette proposition de loi divise l'hémicycle. Elle est soutenue par la droite et par le Rassemblement national, mais la gauche la fustige. Elle est unanime à juger ce texte inconstitutionnel et invoque le respect de la liberté de se marier. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour, chantait Daniel Balavoine. Eh bien, certainement pas les groupes de M. Ciotti et de Mme Le Pen. En effet, avec votre proposition de loi, vous voulez empêcher le mariage à nos compatriotes qui veulent épouser une personne qui n'est pas à jour de ses papiers en France. Après le contrôle des corps, vous voilà à vouloir contrôler les sentiments en agitant le fameux fantasme du mariage blanc. Or, qu'en est-il réellement de cette vieille lubie de l'extrême droite ? Premièrement, les contrôles ont été renforcés ces dernières années. Une enquête préalable peut être menée par le parquet pour vérifier que le mariage est sincère. C'est ce qui est arrivé à Anne et Kamel, par exemple, que j'ai eu le plaisir de marier le 15 janvier 2022 à Toulouse, au Capitole. Ils ont dû attendre la décision du juge pour avoir l'autorisation de se marier. Un parcours du combattant où vous devez prouver de votre amour avec des contrôles réguliers à votre domicile. Par ailleurs, dans le cas où un mariage serait insincère, il faut rappeler que l'on peut être condamné à 5 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Avouez quand même que ça fait un petit peu cher le traiteur et les bagues de mariage. Autre idée reçue à balayer, se marier pour une personne étrangère avec une personne française serait automatiquement synonyme de régularisation. C'est faux. Il faut justifier d'une connaissance suffisante de la langue
et attendre 4 ans de vie commune pour demander sa nationalité. 4 ans de vie commune, collègues, ce n'est pas rien. Et si vous en doutez, moi je vous invite à interroger vos ex-conjointes et conjoints et peut-être même les actuels. Mais contrairement au rapporteur, je ne veux pas m'immiscer dans votre vie conjugale. Une fois cela posé, qu'en est-il réellement du nombre de mariages blancs en France? Alors je vous donne un indice. Je vous donne un indice à tout le monde, celles et ceux qui nous regardent. Il y en a moins chaque année que le nombre de membres du Rassemblement national qui a été condamné l'année passée notamment. Eh oui, pour les derniers chiffres que l'on a en date, on en a une trentaine pour 240 000 mariages, soit seulement 0,01% des mariages. Voilà une priorité pour les Françaises et les Français. Si seulement vous mettiez plus d'énergie à censurer le gouvernement sur les retraites qu'à venir contrôler les relations amoureuses de nos compatriotes, le pays irait mieux quand même. Mais à part ruiner la vie de ceux qui s'aiment sans avoir le même pays, quel est véritablement votre objectif? Connaissez-vous seulement la galère que c'est pour les couples mixtes dont l'un des membres attend enfin une régularisation? Je vous parlais tout à l'heure d'Anne et Kamel. Ce dernier, une fois marié, a continué à travailler dans le BTP. Il travaillait au noir parce qu'il n'avait pas de papier, monsieur le ministre. Il a reçu une OQTF. Il a été expulsé en Tunisie. Il ne peut plus revenir en France, bloqué dans sa demande de visa long séjour, car il a une promesse, alors qu'il a une promesse d'embauche et que son épouse est française et vit en France. Anne et Kamel font comme ils peuvent pour communiquer, mais leur mariage, il se passe surtout en visio et pas en face à face dans la réalité et dans la vie réelle et courante. Anne, avec son travail, ne peut qu'aller rarement en Tunisie. Elle n'en a ni les moyens ni le temps. Et chaque départ est une déchirure. Je vois que cette situation vous fait ricaner pour certains, mais des Anne et des Kamel, il y en a beaucoup trop en France. Et tout ce que vous voulez faire, c'est en rajouter d'autres encore. Collègues, vous feriez mieux d'aller dans un endroit où on ne vous voit jamais tous les mois. C'est dans les préfectures aux cérémonies de naturalisation, où nous accueillons justement nos nouvelles concitoyennes et concitoyens. Et une partie d'entre elles et eux sont, oui, mariés à une Française ou à un Français. Vous devriez voir leur joie, leur soulagement, leur fierté d'enfin pouvoir être considérés pleinement comme faisant partie de notre pays. C'est à elles et eux aussi à qui votre xénophobie veut refuser l'amour et la nationalité. Pourquoi ? Car pour vous, ils incarnent en fait l'ouverture de la Nouvelle-France, celle qui fait trembler tous les jours Pascal Praud sur son plateau de CNews et qui vous dépasse de par votre petite médiocrité. Cette Nouvelle-France qui fait notre richesse, riche de sa créolisation, qui nous constitue en tant qu'individus et en tant que peuple, et qui nous rappelle, que ça vous plaise ou non, que oui, la France est une nation multiculturelle. Car la France, c'est aussi la France de Marie Curie et de Joséphine Baker, devenues françaises, tiens, par les liens du mariage. Mais c'est vrai qu'avec vous, vous les auriez reconduites certainement à la frontière. Pour notre part, nous serons toujours la France sans peur, qui se grandit de son ouverture au monde. Alors, ne vous déplaise, vive la République, vive la France et vive l'amour. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Paul Christophe, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, 406. 406, c'est le nombre de mariages frauduleux qui ont été signalés par le parquet en 2022. J'y viens, monsieur le député, restez calme. Sur plus de 242 unions célébrées, ça fait 0,17% des mariages. Et sur ces 406, on va arriver aux 30. Toutes ne relèvent pas du droit des étrangers. Il y a certaines fraudes de consentement qui sont liées, par exemple, à 2 Français qui vont utiliser le mariage pour des raisons fiscales. Donc, nous en arrivons à une trentaine, soit 0,01% des mariages. Monsieur Ciotti, mais il n'est pas là, vous avez l'art de fabriquer des problèmes politiques à partir de faits insignifiants. Le mariage donne-t-il un blanc-seing aux étrangers sans papier? Est-ce que le mariage signifie régularisation ou naturalisation? Absolument pas.
Un étranger en situation irrégulière le vendredi, qui se marie le samedi, sera toujours en situation irrégulière le dimanche. Sa situation maritale n'a aucune conséquence immédiate sur sa situation administrative. Alors arrêtez de faire croire l'inverse, de colporter mensonges et faux-semblants et placez-vous devant la réalité, celle de votre démagogie. De tout cela, vous vous moquez en réalité, puisque votre seul objectif, c'est de faire avancer votre vision rance de la France. Une France du soupçon permanent, une France où il y a une présomption de culpabilité sur toute union entre un Français et un étranger. Une France d'identité fantasmée, une histoire réécrite au chevet des peurs, une république abîmée par la division des siens. Fidèle à vos habitudes, vous passez à côté des vraies priorités du pays, on l'a rappelé ce matin, pour vous immiscer dans la vie privée des Français et restreindre leur liberté. Aimer qui l'on veut est un droit fondamental, s'unir par le mariage est son corollaire. Ces dernières semaines, plusieurs maires ont tenté de s'affranchir du cadre de la loi. À Béziers ou à Bourg-les-Valences, des maires ont refusé de marier des Français et des étrangers en situation irrégulière, considérant qu'il s'agissait d'une preuve irréfutable d'une union falsifiée. En agissant ainsi, ces maires cherchent à faire croire qu'ils seraient démunis pour s'opposer à un mariage simulé ou arrangé. Rien n'est plus faux. La loi punit déjà les mariages frauduleux. 5 ans de prison, 15 000 € d'amende. Les contrôles sont quasiment systématiques. Les couples doivent constituer des dossiers. Ils sont auditionnés, on leur demande des preuves de leur vie commune, on visite leur domicile. Et lorsqu'un maire estime disposer d'indices sérieux, et je rappelle à ce titre que la condition de régularité du séjour ne peut à elle seule constituer un indice sérieux, il est tenu de saisir le procureur de la République, à qui il revient de décider si le mariage doit avoir lieu ou non. À Bourg-les-Valences, comme à Béziers, c'est exactement la procédure qui a été suivie et qui a conduit le procureur à valider cette union, soutenue par d'autres édiles, tout aussi peu respectueux de notre droit, comme le maire de Valence, Nicolas d'Aragon. Ces mariages n'ont pas été célébrés. Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures. Je rappelle à ce titre qu'en matière de mariage, le maire exerce une fonction d'officier d'état civil pour le compte de l'État et doit donc agir conformément au principe de neutralité du service public. S'il refuse de marier, il est passible d'une peine de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende et possiblement une peine d'inéligibilité. Alors, tous ces arguments, peut-être, ne vous touchent pas. Le Conseil constitutionnel a rappelé que l'état de droit avait un sens la semaine dernière, n'en déplaise à certains ministres de ce gouvernement, en censurant très largement la loi sur la justice pénale des mineurs portée par Gabriel Attal. Il a rappelé que la communication politique ne pouvait justifier le piétinement de nos principes républicains et constitutionnels les plus fondamentaux. La proposition de loi que vous nous soumettez est tout aussi inconstitutionnelle et ne manquera pas de subir le même sort. Ainsi, vous vous êtes trompé de typologie. Je sais que ce n'est pas vous qui avez écrit la loi, monsieur le rapporteur Michou, mais il fallait nous soumettre une loi constitutionnelle et non pas une loi ordinaire si vous vouliez changer la Constitution. Face à votre dérive, il ne s'agit pas simplement de s'indigner. Il s'agit de défendre activement l'état de droit, de rappeler que la République n'est forte que lorsqu'elle est juste. Le respect du droit ne doit jamais être une variable d'ajustement idéologique. Alors, à mes collègues centristes, vous qui vous apprêtez à voter cette proposition de loi indigne, ressaisissez-vous. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le président de la commission des lois, Monsieur le rapporteur, l'essence d'une loi est d'être respectée. À ce titre, elle ne saurait se contredire entre elles, ni accorder à ceux qui les enfreignent les mêmes droits qu'à ceux qui les observent. En France, lorsqu'un étranger épouse un citoyen français, il peut bénéficier de facilités de séjour au titre de la vie familiale, ainsi que d'une protection renforcée contre l'éloignement, sauf menace à l'ordre public. Le Code civil ouvre la voie à la nationalité française après un délai de 4 à 5 ans, selon la stabilité de la vie commune et la continuité du séjour. Ces dispositions sont parfois présentées comme l'héritage d'une vision révolutionnaire de la nationalité, mais aujourd'hui, ces principes sont largement dévoyés. Il est profondément choquant qu'un étranger en situation irrégulière, ayant violé nos lois migratoires, puisse ensuite en tirer avantage en se mariant. Cela contrevient à un principe fondamental du droit, fros omnia corrumpit, la fraude corrompt tout. Pourtant, la réalité est là. Des associations comme la CIMAD
l'Ardis ou les amoureux au banc public défendent activement le mariage des étrangers en France, quel que soit le but du mariage. Un véritable écosystème de marieurs s'est développé, moyennement rétribution ou par pure idéologie immigrationniste. Nous assistons à une croissance des mariages dits blancs lorsque deux mariés sont fraudeurs, ou gris lorsque l'étranger irrégulier trompe sciemment la personne qu'il épouse pour braver le droit. Entre 2017 et 2022, les enquêtes pour mariage frauduleux ont ainsi doublé, avec dans l'immense majorité des unions impliquant des étrangers en situation irrégulière. Les maires en première ligne sont confrontés à cette réalité. Beaucoup sont contraints de célébrer des mariages douteux, sous peine de poursuites pénales pour discrimination ou entrave illégale, en vertu des articles 432-1 et 432-7 du Code pénal. Chers collègues, nos officiers d'état civil sont aujourd'hui menacés de prison pour ne pas avoir voulu être complices d'une fraude. C'est ce qui arrive au maire de Béziers pour avoir refusé de marier un Algérien sous OQTF, qu'il avait pourtant lui-même signalé aux autorités compétentes sans que celles-ci n'agissent. Il encourt aujourd'hui 5 ans d'emprisonnement et une peine d'inéligibilité pour avoir refusé d'être complice d'une fraude. À l'inverse, le Rassemblement national dénonce cette situation kafkaïenne depuis des années. En 2023, avec Hélène Laporte et Christophe Benz, nous avons déposé une proposition de loi de clarification. Permettre aux maires de refuser un mariage impliquant un étranger en situation irrégulière sans engager leur responsabilité pénale et empêcher que ce mariage n'ouvre des droits au séjour ou à la nationalité, tout en préservant sa portée civile ou successorale. Le texte présenté aujourd'hui par nos alliés de l'UDR va dans le même sens. Son adoption en commission des lois a été le premier acte. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle opportunité de faire triompher le bon sens et la liberté pour nos élus locaux. Cette proposition de loi mérite notre soutien total face aux critiques infondées de la gauche immigrationniste. Certes, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 novembre 2003, a estimé que le caractère irrégulier du séjour ne pouvait, à lui seul, empêcher un mariage. Mais ce principe peut et doit évoluer. Rien n'interdit une réforme constitutionnelle par référendum pour redonner au peuple français la maîtrise de son droit et du contrôle de l'immigration, comme le propose la présidente Marine Le Pen. De plus, rien n'empêche un couple franco-étranger de se marier à l'étranger, dans le pays d'origine du conjoint, puis de demander la transcription du mariage en France, dans le respect des règles en vigueur. Ce n'est pas aujourd'hui le choix que font les étrangers illégaux sur notre sol, puisque le mariage d'amour n'est bien souvent pas leur objectif premier. Enfin, à ceux qui nous accusent de racisme, je réponds « Regardez ailleurs ». En Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Inde, en Chine ou ailleurs, la nationalité est protégée et le mariage avec un étranger en situation régulière illégal. Vous ne les traitez pas de racistes pour autant. Ce que nous défendons ici, c'est le respect de la loi, la cohérence de notre droit et la souveraineté du peuple français. Laisser les illégaux tirer profit du mariage revient à institutionnaliser la fraude. Le mariage est et restera le voyage le plus important que l'homme puisse entreprendre, écrivait Kierkegaard. Aussi, l'occasion, Monsieur le ministre, nous est donnée de débarquer les clandestins d'un voyage frauduleux pour redonner à cette magnifique définition ses lettres de noblesse. Je vous remercie. Il faut avoir le cuir épais pour rester de marbre devant ce texte. Il faut s'être habitué à la brutalité institutionnelle pour ne plus en entendre la violence. Ce texte ne vise pas à lutter contre la fraude matrimoniale. Vous savez parfaitement que rien ne manque à notre arsenal juridique en matière de lutte contre les très rares mariages frauduleux. Mécanisme de l'opposition au mariage sur décision judiciaire, saisine du parquet par les maires, lourdes sanctions pénales des mariages blancs. Votre texte ne répond à aucune nécessité. Il n'a qu'un seul objectif, celui d'entraver l'exercice d'une liberté fondamentale, la liberté de s'aimer, la liberté de se marier. Depuis 1792, le mariage républicain, c'est l'acte par lequel la République reconnaît l'égalité des amours dans le cadre de la loi commune. Ce n'est ni une médaille, ni une faveur, c'est un acte d'émancipation, une liberté dans laquelle l'État ne saurait s'immiscer, hormis pour protéger le consentement des époux. Mais pour vous, à l'inverse, le mariage deviendrait un privilège national, réservé à celles et ceux qui rentrent dans les bonnes cases, celles de la nationalité et des papiers. Vous établissez une équivalence
entre l'irrégularité du séjour et l'insincérité du mariage. Comme si ne pas avoir de papier interdisait d'avoir un cœur. Comme si aimer devenait suspect dès lors qu'on vient d'ailleurs. C'est cela votre projet. Filtrer l'amour à travers un prisme identitaire, transformer les officiers d'état civil en agents du soupçon, faire des mères le bras armé d'un ordre matrimonial ethnique, faire de l'état civil un poste frontière, trier les corps, trier les cœurs, trier les unions, trier les vies, comme si certaines vies ne méritaient pas la douceur, comme si elles devaient par nature être rendues difficiles, compliquées, pleines d'obstacles. Mais vivre sans papier, j'aimerais vous y voir, ce n'est déjà pas vivre en liberté, mais cela ne vous suffit pas. Vous voulez plus de dégradation. Et allons-y pour interdire aussi l'amour sans papier. Vous ne vous mettez jamais à la place de celles et ceux que vous visez. Ce n'est pas l'empathie qui vous étouffe, ni la connaissance de l'autre, ni la capacité de voir dans l'exilé un semblable. Au fond, ce que vous proposez sans honte, c'est une politique du mépris. La France que vous dessinez, c'est une France qui refuse le droit d'aimer librement. Une France qui regarde les mariages mixtes comme une menace. Une France où l'on peut aimer à condition de ne pas faire tache sur la photo, à condition de ne pas déranger l'ordre que vous souhaitez imposer. Derrière ce texte, il y a une conception du foyer, de la famille que je combats. Un foyer qui ne tolère aucun corps étranger. Une famille qui se referme sur elle-même. Une vision hygiéniste de l'intime, où l'on purifie les unions comme on filtre les frontières. Et ce sont les mêmes hier qui s'opposaient à la loi du 17 mai 2013, qui s'opposent actuellement au mariage pour les personnes en situation irrégulière. Ce n'est pas ça la République. Ce que vous faites n'est pas seulement immoral, c'est aussi illégal. Car oui, ce texte viole délibérément notre Constitution. Il oublie que la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect des principes républicains. Le Parlement est tenu par la Constitution, c'est la règle du jeu démocratique et les parlementaires qui s'en affranchissent pour satisfaire leurs bas instincts ne sont pas des législateurs. Vous êtes des délinquants constitutionnels. Et que dire de cette tentative hypocrite de faire passer par la fenêtre ce que le Conseil constitutionnel a interdit par la porte? Vous savez que l'article 1er sera censuré, alors vous cherchez à introduire insidieusement le critère d'irrégularité de séjour en amont de la procédure. Eh bien non, ce que la Constitution interdit en bout de compte n'a pas à être accepté à mi-parcours. Notre histoire est faite de mariages mixtes, d'histoires d'exil, de métissage, de couples qui n'étaient pas prévus par les formulaires. Et cela vous dérange. Alors nous, enfants d'immigrés, issus de ces mariages que vous ne voulez pas voir, eh bien on vous dérange. Eh bien nous défendrons cette idée simple que la République ne se construit pas par la haine mais sur les droits, que personne n'est de trop dans une démocratie digne de ce nom. Ni les étrangers, ni les binationaux, ni les sans-papiers, ni les amoureux. Alors j'en appelle au bloc central, à celles et ceux qui hésitent, à celles et ceux qui doutent, à celles et ceux qui comptent simplement s'abstenir. J'ose espérer qu'il reste ici des femmes et des hommes capables d'un sursaut moral, et à celles et ceux qui n'ont pas encore perdu leur colonne vertébrale républicaine, je veux leur dire, ne laissez pas inscrire dans la loi le soupçon d'aimer quelqu'un de différent, et vive l'amour. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Éric Martineau pour 5 minutes. Ça fait plaisir à entendre des connaisseurs. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la proposition de loi visant à lutter contre les mariages simulés ou arrangés soulève une problématique importante puisqu'elle concerne directement nos maires et pose des questions juridiques, morales et humaines. J'en profite pour saluer le monsieur le maire de Saint-Calais en tribune et donc je reprends le texte. On ne peut ignorer que les maires se trouvent parfois dans l'embarras face à ce qui semble être un mariage arrangé ou simulé. Sans pouvoir s'opposer à la célébration du mariage, sous peine de se voir infliger une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, voire une peine d'inéligibilité. Nous savons qu'il y a un sujet, peut-être même un paradoxe, entre l'interdiction de contracter un mariage dans le but d'obtenir un titre de séjour ou la nationalité française et l'impossibilité pour le maire de s'opposer à la célébration d'un mariage qui présente un tel risque. En revanche, la liberté matrimoniale constitue une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle, reconnue à tous ceux qui résident sur le territoire national,
quelle que soit leur situation, et elle est dissociée du droit de séjour. Le Code civil prévoit 4 limites à la liberté de mariage, et il est en effet possible d'empêcher la célébration d'un mariage si un faisceau d'indices précis et concordants laisse présumer que l'intention des futurs époux est étrangère à l'union matrimoniale. Mais la situation irrégulière d'un des conjoints au regard du droit de séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour prétendre une nullité de mariage ou s'opposer à sa célébration. Cette jurisprudence est régulièrement reprise par le Conseil constitutionnel depuis 20 ans. Il est important de rappeler que les maires ne sont pas totalement démunis. En cas de faisceau d'indices précis et concordants, laissant présumer l'absence de consentement au mariage, les maires peuvent saisir le procureur de la République, qui dispose alors de 15 jours pour autoriser la célébration du mariage, s'y opposer ou bien décider d'un sursis à des fins de requête. Enfin, mais en l'état de droit, le maire ne dispose pas des informations nécessaires pour apprécier la régularité du séjour des futurs mariés. Les pièces exigées des futurs époux par le Code civil permettent à l'officier d'état civil de vérifier la nationalité, l'identité, le domicile, la capacité matrimoniale et le célibat des époux, mais non la situation du futur époux étranger au regard du droit au titre de séjour. C'est pourquoi l'article 1A prévoit de corriger cela en exigeant que les futurs époux fournissent à l'officier d'état civil tout élément lui permettant d'apprécier leur situation au regard du séjour. Une mesure qui nous semble souhaitable et qui pourra guider le maire dans son appréciation de la situation. L'article 1B rallonge à 2 mois la durée de sursis du procureur pour diligenter une enquête afin de lui donner davantage de temps. C'est également une évolution que nous soutiendrons. Notre groupe est ouvert à une évolution de la loi pour mieux lutter contre les mariages simulés ou arrangés. Mais rappelons tout de même que si le mariage peut faciliter certaines démarches, il ne donne pas droit au séjour aux étrangers en situation irrégulière. L'article 1, qui vise à interdire le mariage aux personnes en situation irrégulière sur le territoire national, n'est pas acceptable puisqu'il ne garantit pas les principes constitutionnels et porte atteinte à la liberté de mariage. Si cet article est conservé en l'état dans le texte, nous ne pourrons pas le voter. Par contre, nous ne voulons pas mentir à nos concitoyens en leur faisant croire que nous pouvons aussi facilement régler cette situation, lutter contre les mariages arrangés ou simulés et mieux protéger les mères. Il y a un problème, nous le reconnaissons, mais nous ne pouvons pas aller à l'encontre de nos textes fondateurs. Nous serons donc attentifs aux discussions lors de l'examen de ce texte et nous déterminerons notre vote en conséquence. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean Moulière pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. C'est en juin 2023, chez moi, dans le Nord, que le maire de Hautmont, Stéphane Wilmotte, fait le choix de ne pas célébrer le mariage entre une Française et un ressortissant algérien, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En effet, ce président d'une mosquée de la ville était considéré comme dangereux par les autorités. Sa mosquée avait d'ailleurs été fermée pour apologie du terrorisme. Je tiens à saluer cette décision de bon sens de la part du maire de Hautmont qui assiste à nos débats depuis les tribunes. Un maire en première ligne pour lutter contre le développement d'un islam radical dans sa commune. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le leader salafiste a décidé de déposer plainte et de traîner Stéphane Wilmotte devant la justice. Nous vivons chez les fous, dans une société où il est possible de porter plainte contre un élu ayant souhaité protéger la République. Cette expérience douloureuse, qui s'est accompagnée de menaces de mort, doit nous faire réfléchir collectivement sur les situations
auxquelles sont confrontés nos maires, les maires de nos communes. Dans ces situations, nos concitoyens se demandent où est passé le bon sens. Nos maires craignent légitimement de faire l'objet de poursuites judiciaires alors qu'ils avaient pour seul objectif de faire respecter la loi. Avec mon groupe Horizon et Indépendants, nous partageons ces préoccupations. Comment comprendre qu'une union soit célébrée alors qu'une obligation de quitter le territoire a été notifiée à un individu dangereux pour la société et le vivre ensemble? Aujourd'hui, l'État demande à ses maires de célébrer le mariage de personnes qu'il cherche lui-même à éloigner. Une contradiction manifeste. Comme l'a très bien dit le garde des Sceaux, la République doit parler d'une seule voix. Dans ce contexte, la présente proposition de loi, déposée par le groupe Union centriste au Sénat, vise à prévoir que le mariage ne peut être contracté par une personne séjournant de manière irrégulière sur le territoire national. Des dispositions ont été utilement ajoutées au Sénat afin de renforcer l'effectivité d'ensemble du texte, à l'instar de l'article 1er A, qui crée une obligation pour les futurs époux de nationalité étrangère de fournir à l'officier de l'état civil tout élément permettant d'apprécier la régularité de leur séjour sur le territoire français, ou bien encore de l'article 1er B, qui renforce les prérogatives du procureur de la République en cas de saisine par l'officier de l'état civil sur la validité d'un mariage. Nous avons bien conscience des doutes et difficultés constitutionnelles qui entourent l'article 1er. La liberté matrimoniale est en effet une garantie fondamentale, protégée aussi bien par la Constitution que par le droit européen. Ce n'est pas pour autant qu'il faut rester dans l'inaction et nous nous devons de légiférer. Notre groupe estime que notre droit doit évoluer afin de tendre vers davantage de bon sens et de protection de nos mères. Le groupe Horizon et Indépendants soutient donc entièrement les objectifs de cette proposition de loi et votera en faveur de celle-ci. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Paul Molac pour 5 minutes. Ça va? Pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, s'attaquer à la liberté de se marier avec la personne de son choix, ce n'est pas corriger une faille de notre droit, c'est violer une liberté fondamentale protégée par la Constitution. Oui, la lutte contre les unions frauduleuses est nécessaire, mais elle ne saurait justifier de piétiner nos libertés les plus essentielles, comme le propose ce texte. Cette proposition de loi pèche avant tout par son excès. En voulant interdire de manière absolue à nos concitoyens de se marier avec un étranger, sous prétexte qu'ils ne seraient pas en situation régulière, le groupe UDR propose sciemment un texte anticonstitutionnel. Alors, on nous parle évidemment de ressortissants nord-africains ou ailleurs, mais on aura aussi des problèmes dans ce cas-là avec les Britanniques, par exemple, qui ne sont plus dans l'Union européenne. On aura aussi des problèmes avec des Canadiens, mais évidemment, on montre toujours ici le mauvais exemple. Que ce soit clair, le groupe LIOT se tient bien évidemment aux côtés des élus locaux dans leur lutte contre les mariages blancs. C'est une nécessité, car ces unions frauduleuses, qui détournent le sens même du mariage pour en faire un instrument d'accès irrégulier au séjour, qui n'est d'ailleurs pas automatique, il faut quand même le dire, fragilisent notre droit et l'idéal porté par l'institution du mariage. Sur le terrain, les maires, dans leur rôle d'officier d'état civil, peuvent se retrouver démunis face à des situations complexes. La priorité de l'État devrait être de les soutenir et de les accompagner, de les appuyer dans leur mission de détection de tentatives de fraude. Je rappelle que ce rôle d'officier d'état civil impose aussi des devoirs. La lutte contre l'immigration irrégulière ne saurait tout justifier. Notre groupe regrette que certains élus aient délibérément fait obstacle à l'exécution de la loi en refusant de célébrer des mariages alors que toutes les conditions prévues par la loi étaient réunies. Ces refus risquent de créer une rupture d'égalité entre les territoires et les personnes. Que des élus alertent sur des failles du droit est plus que légitime, mais ils ne peuvent renier la mission de l'État que l'État leur a conférée et doivent donner l'exemple.
Il est légitime que l'État s'arme contre les abus et les fraudes, mais on ne défend pas la République en contournant notre droit et en particulier en violant notre loi fondamentale. En 2003, le Conseil constitutionnel a déjà rappelé que la liberté du mariage s'oppose à ce que le caractère irrégulier d'un séjour d'un étranger fasse obstacle par lui-même au mariage de l'intéressé. Une décision claire, limpide et qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Alors que fait-on ici? Débattre dans l'hémicycle de la Nation d'un texte dont tout le monde sait qu'il sera censuré au Conseil constitutionnel? Quel est l'objectif de ce débat? Qui ne mènera à rien et n'améliorera en rien la situation des élus locaux et de nos concitoyens. La réalité est que ce texte ne corrige pas une anomalie, il crée une injustice, tout simplement. De plus, contrairement à ce que prétend le groupe UDR, la législation actuelle prévoit déjà un arsenal solide pour détecter et prévenir les mariages frauduleux. Vérification obligatoire de plusieurs pièces justificatives, possibilité d'entretien individuel, saisine du procureur en cas de doute, pouvoir d'opposition ou de sursis à la célébration et demande de nullité. Désormais, ce qu'il faut, ce ne sont pas des textes d'affichage qui seront censurés aussitôt, votés, mais des moyens humains et budgétaires pour accompagner les maires, pour améliorer leur formation et pour renforcer les échanges entre élus et procureurs afin de mieux détecter les fraudes. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Soumia Bourra pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui prétend lutter contre les mariages simulés, arrangés ou fraudulés. Mais ne soyons pas dupes, ce texte n'est pas une réponse à un problème réel, c'est une manœuvre politique pour entretenir un fantasme xénophobe. Car enfin, dans nos permanences, ce ne sont pas les mariages prétendument arrangés qui préoccupent nos concitoyens. Ce qu'on nous raconte dans nos villes, ce sont que les loyers sont trop chers, le manque de logement, que ce sont les factures qui n'arrivent plus à être payées, ce sont les fins de mois qu'on ne voit même plus arriver, ce sont les emplois précaires, la difficulté de se nourrir correctement, à vivre dignement. Et les maires, plus de 2200 maires ont démissionné entre juillet 2020 et 2025. Est-ce que parce qu'ils célèbrent trop de mariages mixtes? Non, bien évidemment non. Ils dénoncent les baisses des dotations, le poids des responsabilités, ils dénoncent l'isolement, la perte d'essence, l'épuisement. Mais à toutes ces difficultés, vous ne répondez rien. Vous leur proposez quoi avec ce texte? Rien. Aucune solution, aucun moyen, aucune considération. Ce que vous proposez, en réalité, c'est d'interdire le mariage à toute personne en situation irrégulière. C'est une atteinte directe, frontale, brutale à une liberté fondamentale, celle de se marier avec la personne de son choix. Ce droit est garanti, et je le rappelle, par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Il est garanti aussi par la Convention européenne des droits de l'homme, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le Conseil constitutionnel lui-même, en 2003, a été clair. Le caractère irrégulier d'un séjour ne peut faire obstacle au droit de se marier. Alors oui, la liberté matrimoniale a des limites. Oui, il y a des règles, des contrôles parfois. Oui, un maire peut saisir le procureur s'il a un doute. Oui, une enquête peut être diligentée. Oui, une audition séparée peut être réalisée. Et oui, un mariage frauduleux peut être annulé. Tout cela existe déjà. Depuis 2003, et encore renforcé par la loi du 24 août 2021. Alors pourquoi ce texte? Pourquoi ce durcissement inutile, excessif, stigmatisant? Parce qu'il ne s'agit pas ici de lutter contre la fraude. Il s'agit de susciter la méfiance, de fabriquer de la suspicion, d'alimenter des préjugés. Parce que ce texte repose sur une idée fondement fausse et profondément dangereuse, qu'un mariage entre une personne étrangère et une personne française serait par nature suspect. Et cette idée, chers collègues, elle empoisonne notre République, elle déshumanise, elle divise, elle fragilise ce que nous avons de plus précieux, le lien de confiance entre les citoyens et leur démocratie. Nous sommes face à un texte qui ne résout rien,
qui effreint une liberté fondamentale, qui cible une population déjà vulnérable. Et ce texte s'inscrit dans une tendance plus large. Hier, c'était la remise en cause de l'aide médicale d'État. Aujourd'hui, c'est le mariage. Demain, ça va être quoi? À quelle liberté fondamentale vous attaquez-vous encore? Quelle indignité, monsieur le rapporteur Michou. Ce n'est pas notre République, ça. Ce n'est pas la France que nous défendons. Nous croyons à une République qui garantit le droit d'aimer, le droit de s'unir, le droit de construire une vie ensemble, quel que soit le statut administratif. Nous ne sommes ni naïfs, ni angéliques. Nous sommes simplement fidèles à l'état de droit et à la dignité humaine. C'est pourquoi, avec force et détermination, nous voterons contre ce texte. Pourquoi? Parce que ce texte est inutile, parce qu'il est injuste et parce qu'il est indigne. Je vous remercie. Quand j'écoute mes collègues, j'ai l'impression que tout va bien dans ce pays, qu'il ne faut surtout rien changer, que tout est parfait. Et un peu plus chaque jour, on voit le décalage entre vos discours et ce que pensent les Français. Mais continuez comme ça, et les choses changeront vraiment tellement les gens en auront assez. Chaque année, ce sont quelques 400 000 mariages qui sont célébrés en France, dont 80 000 impliquent au moins un ressortissant étranger. 80 000 sur 400 000, c'est ça les chiffres. Si la majorité de ces unions sont actées au travers d'un amour sincère, il n'en demeure pas moins que des milliers de cas de mariage potentiellement fraudulés sont signalés chaque année au parquet, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Des mariages blancs entre deux personnes sans intention matrimoniale réelle, ou ceux que l'on appelle gris, où l'un des conjoints, souvent français, est dupé au profond de lui-même, via ce détournement de l'acte civil et religieux le plus sacré, au bénéfice de facilités de séjour et d'obtention indue de la nationalité française. Et cela doit être dénoncé avec fermeté et non pas avec la légèreté que j'ai entendue tout à l'heure, où tout irait bien dans le meilleur des mondes. Cette proposition de loi portée par notre collègue sénateur Stéphane Demilly et inscrite à l'ordre du jour par l'UDR répond à un besoin urgent et concret. Nous dénonçons ainsi des pratiques organisées, parfois orchestrées par des réseaux, qui instrumentalisent l'institution du mariage, y compris après une séparation ou en l'absence de vie commune réelle. En 2020, près de 13 000 mariages mixtes ont ainsi permis une régularisation. En découlent des situations d'insécurité juridique, mais aussi d'injustice morale. Pendant que certains contournent les règles allègrement, d'autres qui respectent nos lois attendent des années une régularisation ou une naturalisation dans les formes. Face à cela, et on en entend peu parler, les maires, les officiers d'état civil tirent la sonnette d'alarme. Ils repèrent des situations anormales, mais ne disposent pas des outils juridiques nécessaires pour agir efficacement. Ils sont les boucs émissaires de notre République. Ils essaient de faire en sorte que ce pays continue de fonctionner dans des conditions délétères. Ce texte répond précisément à cette demande du terrain. Il apporte des solutions concrètes, pragmatiques et proportionnées. D'abord, il renforce le rôle de l'officier de l'état civil. Désormais, les futurs époux de nationalité étrangère devront fournir des éléments relatifs à leur situation de séjour. Alors ça paraît tellement évident qu'il faut le redire pour certains apparemment. Mais oui, il faudra effectivement fournir des éléments relatifs à leur situation de séjour. Cela permettra à la mairie de saisir le parquet en cas de doute et d'éviter que des mariages soient célébrés dans l'urgence ou sans vérification suffisante. Ensuite, le texte donne au parquet un vrai pouvoir de blocage. Il ne s'agit plus simplement de suspendre un mariage à titre exceptionnel, il s'agit de pouvoir ordonner un sursis chaque fois que cela est nécessaire et qui sera automatiquement de 2 mois en cas de silence du ministère public, renouvelable une fois, portant la suspension à 4 mois si nécessaire. Ce délai de 4 mois, il n'est pas inutile. Il est indispensable pour les enquêtes, vérifier les déclarations, détecter les incohérences. C'est une réponse, encore une fois, à une réalité administrative et judiciaire du terrain. Tout cela constitue une avancée symbolique forte. Le texte interdit explicitement le mariage pour les personnes en situation irrégulière. Il inscrit dans le Code civil un principe simple. On ne peut pas contracter un mariage si l'on ne respecte pas au préalable les conditions légales de séjour sur le territoire. Ce n'est pas une mesure de fermeture, chers collègues, c'est une mesure de cohérence. Elle ne vise pas à priver quelqu'un de ses droits, mais à rétablir une exigence minimale de régularité. On ne peut pas exiger que s'appliquent les droits de la République quand on refuse soi-même de respecter ses règles fondamentales.
Cette clarification juridique met fin à une ambiguïté entretenue depuis trop longtemps qui a nourri la sécurité, l'impuissance et parfois même le découragement de nos élus locaux. Ce texte protège aussi des Français victimes d'abus, car les mariages gris sont une forme de violence morale méconnue mais bien réelle. Des femmes, des hommes tombent amoureux, pensent construire une vie et découvrent après quelques mois qu'ils ont été utilisés comme un tremplin vers la régularisation. C'est une trahison intime, souvent vécue dans la honte et le silence. La mairie de Paris a ainsi signalé en 2021 plus de 130 cas de suspicion de mariage frauduleux, souvent liés à des plaintes pour escroquerie sentimentale. Protéger l'institution du mariage, c'est aussi protéger les personnes les plus vulnérables. Il n'est évidemment pas question ici de remettre en cause les sentiments que peuvent éprouver deux individus, mais bien de sécuriser cet acte et qu'il soit passé dans des conditions de sincérité absolue. Madame Emmanuelle Hoffmann pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui répond à une préoccupation profonde et partagée par une grande partie des Français, celle de la lutte contre les mariages simulés ou arrangés. Ce texte, porté à l'origine par le groupe Union centriste au Sénat, ça me paraît nécessaire de le rappeler, vise à soutenir nos élus locaux et à lutter contre les mariages contractés à des fins étrangères à l'union matrimoniale. Le groupe EPR salue certaines dispositions du texte qui vont dans le bon sens. Il s'agit là d'un sujet sérieux qui touche à la fois à la crédibilité de notre institution matrimoniale et à la confiance que nos concitoyens placent dans la République. Les articles 1A et 1B de ce texte apportent à cet égard des avancées importantes. L'article 1A élargit la liste des documents que les futurs époux étrangers doivent fournir lors des entretiens préliminaires, permettant ainsi à l'officier d'état civil d'apprécier leur situation au regard du séjour. L'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas une condition préalable à la célébration du mariage, constituent néanmoins des indices sérieux permettant de saisir le parquet en cas de doute sur la sincérité de l'union. L'article 1B, quant à lui, renforce les prérogatives du procureur de la République pour mener l'enquête diligentée, toujours dans l'objectif de s'assurer du consentement réel. Il prolonge le délai de sursis à la célébration du mariage. Oui, les mariages arrangés constituent une réalité préoccupante. Et il est de notre responsabilité d'y répondre avec efficacité. C'est ce que font ces deux articles 1A et 1B. Cependant, l'article 1er interdit le mariage pour tout ressortissant étranger en situation irrégulière. Or, le droit au mariage est une liberté individuelle ayant valeur constitutionnelle. Nous ne pouvons donc ignorer la décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2003, je crois qu'un certain nombre l'ont rappelé tout à l'heure, qui a clairement rappelé que subordonner le droit au mariage à la régularité du séjour pose un problème majeur de constitutionnalité. En tant que législateurs, nous avons le devoir de respecter l'état de droit et les principes fondamentaux qui fondent notre démocratie. Plutôt que de céder à la tentation des effets d'annonce qui n'auraient pour seule conséquence que d'affaiblir la parole politique et de nourrir la défiance de nos concitoyens, nous devons privilégier l'action concrète. Nous devons répondre à l'attente légitime de nos élus locaux en leur donnant davantage de moyens pour détecter et prévenir ces situations problématiques, tout en respectant nos principes constitutionnels. Comme législateurs, nous avons la responsabilité de définir les règles qui régissent notre société. Protéger nos mères en luttant efficacement contre les mariages frauduleux, sans remettre en cause nos libertés fondamentales, c'est le chemin de crête que nous devons aux Français. C'est pourquoi, en conséquence, notre groupe ne s'opposera pas aux articles 1A et 1B, qui apportent des réponses concrètes aux difficultés rencontrées sur le terrain. En revanche, nous serons opposés à l'article 1er. Nous devons rester fidèles à nos valeurs, responsables de nos choix et exigeants dans la défense de l'état de droit. C'est ainsi que nous serons à la hauteur des attentes de nos concitoyens et de la confiance qu'ils placent en nous. Je vous remercie. Alors, qu'en est-il du mariage, justement ? Croit-on qu'il est accessible à tous, en toutes circonstances, sans condition ni contrôle ? En réalité, il n'en est rien. Le Code civil, dans sa sagesse ancienne,
encadre le droit au mariage depuis toujours. Âge minimum de 18 ans, consentement libre et éclairé, interdiction de la bigamie, prohibition des mariages incestueux, possibilité pour le procureur de s'opposer à une célébration en cas de fraude présumée. Ces limitations sont connues, acceptées, appliquées. Elles n'ont jamais été considérées comme contraires à la Constitution. Pourquoi ? Parce qu'elles protégeraient la sincérité de l'union, l'intégrité de l'institution, la dignité de l'acte. La mesure que nous proposons s'inscrit dans cette même logique. Elle ne supprime pas le droit, elle l'encadre davantage, dans une situation spécifique où le risque de détournement est avéré. Car le constat est là, concret, partagé par tous les acteurs de terrain, dans nos préfectures, dans nos mairies. Le mariage est trop souvent devenu un outil de suspension de la loi. Et le scénario est connu. Un étranger reçoit une notification de QTF. Dans les jours qui suivent, il déclare un projet de mariage. La procédure d'éloignement est alors gelée et le préfet ne peut plus exécuter la décision. Le maire ne peut plus s'y opposer et l'état de droit se retrouve bloqué par un simple formulaire. Est-ce toujours de la fraude ? Non. Mais est-ce parfois une stratégie de régularisation de faits hors des voies normales ? Oui, et trop souvent. Et à cette dérive, notre droit oppose un principe aussi clair qu'implacable. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et qu'est-ce que cela signifie ? C'est que l'on ne peut pas revendiquer un droit pour faire échec à une situation que l'on a soi-même créée en violant la loi. On ne peut pas opposer un principe supérieur à la conséquence normale d'une infraction délibérée. Il est temps que ce principe retrouve sa pleine portée, y compris dans le champ du droit au séjour. Le texte que nous défendons ne retire aucun droit. Il ne stigmatise personne. Il ne ferme pas la porte au mariage. Il se contente de dire une chose simple. On ne se marie pas tant qu'on n'est pas en règle avec la loi. Le mariage reste possible depuis l'étranger, une fois revenu dans la légalité, ou après régularisation, selon les voies prévues par le droit commun. Et enfin, mes chers collègues, cette mesure est aussi une protection pour ceux qui, jour après jour, dans l'ombre des institutions, appliquent la loi avec conscience et loyauté. Je veux parler des maires, des officiers d'état civil, des préfets, des magistrats, tous ceux qui incarnent sur le terrain la continuité républicaine. Or, ce sont bien souvent les premiers maillons de la chaîne, les officiers d'état civil qui se trouvent les plus exposés, les plus isolés, parfois même les plus désavoués. On les somme de célébrer des unions dont ils pressentent qu'elles sont biaisées, sans pouvoir s'y opposer, sans moyens d'investigation, sans filet juridique pour garantir la sincérité de l'acte. Car aujourd'hui, en l'état de droit, l'officier d'état civil est désarmé. L'article 63 du Code civil fixe de manière limitative les pièces qu'il peut exiger. Nulle part, il n'est donc fait mention du titre de séjour. Aucune disposition ne lui donne donc le droit de solliciter l'administration sur le statut du futur conjoint étranger. Et cette carence n'est pas accidentelle, Monsieur le ministre l'a rappelé, elle découle d'un arbitrage du Conseil constitutionnel lui-même qui a jugé dans sa décision de 2003 que l'exigence automatique de régularité de séjour comme condition préalable au mariage constituerait une atteinte à la liberté constitutionnelle de se marier. De même, l'irrégularité du séjour, si choquante soit-elle, ne peut suffire à elle seule à fonder la saisine du procureur de la République au titre de l'article 175-2 du Code civil. Et c'est précisément à cette impasse que répond la disposition que nous examinons aujourd'hui. Le texte proposé introduit une obligation nouvelle, non pas contraignante mais éclairante, celle pour le futur conjoint étranger de transmettre tout élément relatif à la régularité de son séjour, et ce, sans ériger cette exigence en condition de la publication des bans, conformément à la lettre et à l'esprit de la jurisprudence constitutionnelle. L'alinéa concerné est d'ailleurs inséré en dehors du premier de l'article 63 du Code civil. C'est un choix délibéré et respectueux du droit en vigueur. Dès lors, et pour la première fois, l'officier d'état civil pourra s'appuyer sur cette information ou sur son absence d'information pour nourrir son appréciation dans le cadre du faisceau d'indices requis pour alerter le procureur en cas de doute sérieux sur la validité de l'union. Ainsi, la lutte contre les mariages frauduleux est renforcée sans jamais nier l'essence du droit au mariage.
Le Conseil constitutionnel lui-même a ouvert cette voie. L'irrégularité du séjour peut, lorsqu'elle s'inscrit dans une série d'éléments concordants, constituer un indice sérieux de fraude. Et surtout, mes chers collègues, ce que nous proposons n'est en rien une singularité française. Bien au contraire, c'est un alignement sur les bonnes pratiques européennes adoptées par des démocraties irréprochables. En Suisse, au Danemark, au Royaume-Uni, cela a été dit, il est impossible de se marier sans titre de séjour valide. Aux Pays-Bas, l'administration n'interdit pas l'union, mais elle examine rigoureusement l'intention réelle d'installation pour déjouer les mariages de complaisance. À l'échelle du continent, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de 2010, a clairement établi qu'un État peut légitimement subordonner le mariage d'un ressortissant étranger à des conditions raisonnables dès lors qu'elle vise à garantir la sincérité de l'engagement. Et cette jurisprudence ne condamne pas, elle valide, tant que les mesures sont proportionnées, non discriminatoires et justifiées par un objectif légitime d'intérêt général. Nous faisons donc une loi de clarification, une loi de cohérence, une loi de confiance envers nos serviteurs publics que nous devons cesser d'exposer à l'arbitraire et à l'impuissance, car pour qu'un droit soit respecté, il faut qu'il soit intelligible. Pour qu'une liberté soit durable, il faut qu'elle soit encadrée. Pour que la République tienne, il faut qu'elle sache parfois dire non, non à la fraude, non au contournement, non à l'affaissement du droit. Je vous invite, mes chers collègues, à adopter ce texte, non par méfiance, mais par exigence, non par exclusion, mais par respect des règles communes, non pour restreindre une liberté, mais pour préserver la dignité d'une institution séculaire, le mariage républicain. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis trop longtemps, la France a accepté de devenir le spectateur passif de l'instrumentalisation de ses propres lois. Aujourd'hui, elle tente de se réveiller et ce texte est l'un des premiers signes visibles de ce réveil salutaire. Car nous ne parlons pas ici de simples ajustements techniques, nous parlons de la capacité de la République à discerner entre l'acte sincère et le simulacre, entre l'engagement de deux êtres et la mise en scène d'une néo-stratégie migratoire. Oui, il existe en France des mariages contractés non par amour, mais par intérêt. Non pour construire une famille, mais pour contourner la loi. C'est un fait, c'est une réalité. Pendant des années, les maires, les officiers d'état civil ont vu venir à eux des unions sans regard, sans passé, sans légitimité. Ils ont vu défiler des dossiers montés à la va-vite, des justificatifs suspects, des couples qui ne partageaient ni la langue ni le domicile. Et que leur a-t-on dit? De valider, de ne pas faire de vagues. Ce texte vient briser cette logique de renoncement. Il redonne à nos élus locaux la capacité d'agir, la capacité de dire non et d'être suivis des faits. Ce n'est pas une mesure de restriction, c'est une mesure de fidélité. Fidélité à l'institution du mariage et à sa signification profonde. Fidélité à l'état de droit, fidélité à l'idée que la France est un pays qui peut accueillir, mais qui doit choisir. Le mariage n'est pas un guichet, le mariage n'est pas un instrument de régularisation, il est un acte et une responsabilité. Et ceux qui veulent épouser un Français et une Française doivent d'abord respecter la France, ses lois, son ordre, sa souveraineté. Ce texte ne s'oppose pas à l'amour et à la liberté, il s'oppose à la fraude et protège la France. Derrière ce débat, ne nous y trompons pas, c'est un choix de société qui se dessine. Souhaitons-nous une France perméable, malléable, incapable de distinguer l'authentique du mensonge? Ou souhaitons-nous une France lucide et juste, capable de dire qui elle est et ce qu'elle attend de ceux qui veulent la rejoindre? Je fais le choix de cette France-là. Et je suis convaincue que cette proposition de loi est un jalon sur ce chemin exigeant mais nécessaire. Car il ne s'agit pas ici d'un repli, il s'agit d'une reconquête du bon sens, une reconquête de la souveraineté, une reconquête de l'acte républicain et du respect de nos institutions. Au fond, ce texte est bien plus qu'un outil contre la fraude, il est un acte de confiance dans la France, confiance dans sa capacité à tracer une ligne claire entre l'ouverture et la naïveté, entre l'accueil et l'abandon. C'est un texte qui assume enfin que la générosité ne peut pas justifier la passivité et que la République, pour être respectée, doit commencer par se faire respecter. Alors oui, je le voterai avec conviction, parce qu'il ne s'agit pas d'un texte parmi d'autres, mais d'un texte de seuil, un de ceux que l'on cesse de détourner le regard, où l'on cesse de s'excuser d'exister,
et où l'on affirme avec calme, avec force, la France n'est pas un territoire neutre, la France est une nation, et une nation, ça se protège, ça se respecte et ça se défend. Merci, Madame la députée. Au cours de ce débat, les échanges sont houleux. Passe d'armes et rappel au règlement se succèdent en séance. Sur le fond, cette proposition de loi présente aussi un risque fort d'inconstitutionnalité. C'est pourquoi le Bloc central a déposé une série d'amendements pour donner plus de moyens aux maires pour apprécier la réalité de la situation. Tout à l'heure, avec poésie, on a parlé de l'amour. Nous, à l'UDR, on adore les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, il n'y a pas de problème. On aime les gens qui s'aiment. Le sujet n'est pas tellement d'avoir à critiquer l'amour en tant que tel. Et on sent que dans ces discours qui ont eu lieu tout à l'heure, il y a deux lectures. La première qui consisterait à dire que ce texte est un texte xénophobe, contre l'amour, raciste, bon voilà, avec tous ces oripeaux habituels. Et puis, je vous ai écouté avec patience tout à l'heure, s'il vous plaît, avec un peu de patience. Ça ne va pas durer longtemps, vous inquiétez pas, ça ne sera pas douloureux, mais ça ne va pas durer longtemps. Ça va peut-être Et puis, une deuxième approche qui tient compte du terrain quand même. Parce que si aujourd'hui j'ai choisi de défendre ce texte, même si j'ai entendu des mots très désagréables à mon encontre, mais c'est pas bien grave, c'est parce qu'il y a eu un sujet dans ma circonscription qui est le mariage, qui a eu lieu d'ailleurs, de deux personnes, une personne de 32 ans, une personne de 74 ans, pas de différence d'âge, mais de l'âge elle-même, une personne qui vient de Tunisie, puisque là, pas de problème évidemment, en situation complètement irrégulière, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de logement, et qui a rencontré la personne légèrement plus âgée qu'elle, bien que l'amour soit présent entre les deux, et j'ai jamais douté, par Internet. Et tout de suite, la question a été de se marier tout de suite. Donc vous pouvez comprendre que le maire en place n'a pu qu'avoir un doute sur la légalité de tout ça et interroger le procureur de la République. Voilà, donc ça c'est un exemple de terrain. Alors on sent qu'il y a deux visions qui s'opposent, mais la nôtre, ça n'est pas de dire non à l'amour, au contraire, c'est de dire oui à l'amour, parce que l'amour est comme la liberté, c'est quelque chose de tellement important qu'il faut y mettre des règles. On a parlé tout à l'heure de la Constitution, 1789, ouais, enfin depuis 1789, il s'est passé quand même beaucoup de choses, et donc des fois, revoir à l'aune de ce qui se passe dans notre pays et revoir la Constitution, ce serait peut-être pas si mal. Donc la dernière chose quand même très importante, c'est un texte qui a pour but d'aider nos maires, et je le redis, beaucoup de maires sont ici présents. Ce texte a été largement validé par l'Association des maires de France et l'Association des maires ruraux. Donc les maires sont très intéressés à ce que vous allez dire aujourd'hui, parce qu'ils ont besoin d'être défendus, et vous savez toutes et toutes à quel point maire c'est une fonction difficile, et puis c'est surtout aussi protéger certains parfois sur l'abus de faiblesse. Donc voilà, ce texte n'a que vocation à mettre un cadre là où il y avait un cadre qui n'existait pas et qui pouvait amener des dérives. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président. Oui, merci, monsieur le Président. Quelques mots, en effet. D'abord, le débat que nous avons cet après-midi, Madame Rousseau, si vous le permettez, je vais essayer de prolonger mon intervention malgré vos cris. Non mais, Monsieur le Président, je vais faire la police et je vous laisse vous exprimer. J'aimerais que tout le monde écoute, Monsieur le Président. Écoutez, tout le monde. Vos lamentations me font sourire. Allez, allez, s'il vous plaît. Je n'interromps jamais aucun orateur. C'est vrai. Y compris d'ailleurs en tant que président de la Commission des lois, sauf parfois Monsieur Léaumont. Sauf parfois Monsieur Léaumont. Je voudrais prolonger les discussions qui ont pu se faire il y a quelques instants. Il ne faut pas caricaturer la demande de beaucoup de maires de France d'obtenir des outils supplémentaires pour apprécier une notion extrêmement importante qui est celle du consentement entre les futurs époux. Ça n'est donc pas un sujet qui doit faire l'objet de caricatures, quels que soient les bancs d'ailleurs. C'est la capacité d'un maire à apprécier la notion de consentement. Il y a en France 250 000, 247 000, je crois, les dernières, 247 000 mariages célébrés. Il y a environ chaque année 30 000 mariages mixtes.
Et donc c'est un sujet important. Je voudrais revenir, avant d'aller sur le fond, revenir sur le parcours de ce texte. Ce texte, ça a été dit, a été présenté par l'Union centriste. On voit bien d'ailleurs l'habileté qu'essaie d'utiliser le président Ciotti. J'en profite pour le saluer. Ce texte a d'abord été rejeté par la commission des lois, je tiens à le rappeler, du Sénat. Ce texte, article unique, devenu article 1er, a été rejeté par la commission des lois du Sénat. Je n'ai pas besoin de vous rappeler de sa composition. Pour une raison très simple, parce que cet article unique, à l'époque, est pas simplement peut-être contre la Constitution, ou contraire à la Constitution, mais frontalement contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Je suis président de la commission des lois ordinaires et des lois constitutionnelles. Je me dois de le rappeler. Pour avancer, malgré tout, et donner suite, faire droit à cette demande des maires, qui est une demande légitime et forte, le rapporteur, Stéphane Le Rudulier, a ajouté les articles 1er et 1er, avec une sorte d'accord avec l'Union centriste, on peut se le dire entre nous. On laisse l'article 1er, on sait qu'il est complètement et frontalement contraire à la Constitution, mais par contre, on monte un dispositif, article 1er, article 1er, j'y reviendrai, qui, eux, ne sont pas contraires à la Constitution et peuvent répondre aux demandes légitimes des maires. Moi, je pense qu'il faut en rester aux articles 1er et à l'article 1er. L'article 1er tout court, cela ne fait aucun doute, il n'y a aucune possibilité en droit français de faire de la régularité. On peut le contester, mais dans ces conditions, changeons la Constitution, si vous le souhaitez, et ça peut faire l'objet d'un projet de loi constitutionnel, mais la condition de régularité ne peut pas, à elle seule, être une condition générale et absolue qui interdit toute forme de mariage. Ça n'est pas possible en l'état du droit. Il y a ceux qui le regrettent, il y a ceux qui l'approuvent. En tout cas, ça n'est pas à nous, législateurs ordinaires, de le régler aujourd'hui. Il y aura demain, à n'en pas douter, une censure du Conseil constitutionnel. Et je veux dire à celles et ceux qui sont tentés par la censure du Conseil constitutionnel par avance que envoyer au Conseil constitutionnel des dispositions qui seront censurées, à n'en pas douter, pour ensuite critiquer le juge constitutionnel d'avoir censuré ce qu'il devait censurer pour respecter la Constitution, c'est une façon de se mordre la queue qui est très dangereuse parce qu'elle attaque frontalement l'état de droit et l'autorité du juge suprême. 1er, en revanche, l'article 1er, c'est la possibilité donnée à l'officier d'état civil, cela a été dit à la tribune de l'Assemblée nationale à plusieurs reprises ces dernières minutes, c'est la possibilité de demander aux futurs époux les documents de leur situation administrative sur le territoire. Non pas pour en faire un indice unique qui permettrait de dire j'écarte le mariage, je saisis le procureur de la République, pas du tout. Un élément parmi d'autres, et ce sera très contrôlé, pour vérifier la notion de consentement. Et j'ajoute d'ailleurs que la précaution a été prise par le rapporteur Le Rudulier de faire en sorte que cette pièce exigée supplémentaire par rapport à celles qui sont déjà demandées aujourd'hui aux futurs époux, cette pièce ne soit pas celle qui conditionne la publication des bans par ailleurs. Par contre, c'est celle qui peut apporter un élément parmi d'autres dans un faisceau d'indices sérieux de ce que la notion de... C'est exactement ce qui est écrit à l'article 1er, Madame Léa Balage-Elmariki, je vous en assure. L'article 1er, c'est la possibilité, cela a été dit, de saisir le procureur de la République. Et c'est une façon aussi de protéger, ils sont très demandeurs, nos maires, de cela, de protéger les maires parce que c'est au procureur de la République qu'il reviendra de faire injonction du mariage s'il le souhaite. Non, aujourd'hui, c'est une faculté. Là, il aura une injonction de procéder au mariage. Et le silence dans les 15 jours ne vaudra pas approbation, mais vaudra possibilité du sursis qui serait étendu à 2 mois. Moi, je crois qu'avec l'article 1er, l'article 1er, nous répondons aux demandes des maires, d'être accompagnés. Et je crois que Jean Moulière a cité la commune de Haumont, il y a quelques instants, dans la communauté d'agglomération d'Avesnes-sur-Helpe. Monsieur Taverne, vous en êtes le député, je n'ai pas oublié. Ce maire a été accompagné par le préfet de région, par le procureur, il l'a d'ailleurs déclaré. Par contre, beaucoup de maires sont très seuls, beaucoup de maires souhaiteraient être mieux accompagnés. Il y a là la possibilité de leur donner des moyens qui sont des moyens objectifs et qui ne sont pas des moyens discriminants. Pour cette raison, moi, je vous invite, mes chers collègues, au-delà des anathèmes,
des clivages partisans, de considérer que nous ne pouvons pas voter un texte qui comporte l'article 1er qui est contraire frontalement à la Constitution, mais qu'il y a des avancées possibles dans cette proposition de loi déposée par les centristes au Sénat, l'article 1er A, l'article 1er B. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, beaucoup de gens ont évoqué l'amour à propos du mariage. C'est sans doute une raison importante pour procéder à ce mariage, mais ce n'est pas écrit dans le Code civil. Et je crois que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la modification éventuelle du Code civil. Le mariage... Et l'inverse peut être vrai. Le mariage, tel qu'il est prévu dans le Code civil, depuis au moins Napoléon, et singulièrement depuis que les officiers d'état civil, les maires ou les adjoints aux maires que nous sommes peut-être ici prononcé les articles du Code civil, prévoit d'abord que le mariage est un objectif, celle d'une communauté de vie. Et on a du mal à imaginer une communauté de vie si la personne n'a pas vocation à rester sur le territoire national. Sauf à ce que la personne qui est sur le territoire national rejoigne dans le pays où la personne serait éventuellement de la nationalité pour pouvoir vivre cette communauté de vie. Et se pose du coup la question de savoir pourquoi ce mariage est contracté en France. Le mariage, il a pour but, avec l'autorité parentale, le fait d'élever, d'éduquer les enfants dans sa santé, etc., etc. On a du mal à imaginer comment une autorité parentale et l'éducation des enfants peut s'exprimer lorsque les deux personnes n'ont pas vocation à être dans le même pays, puisque l'un des deux doit partir du territoire national, parce que soit il est irrégulier, soit parce qu'il a une obligation de quitter le territoire national. Et par ailleurs, le mariage, c'est régler le problème de la filiation, la sécuriser, bien sûr. Ça peut rentrer dans le cadre de quelqu'un qui serait irrégulier sur le territoire national, si un enfant venait à naître ou était né avant le contrat de ce mariage, ou peut-être plus sûrement, le mariage, c'est aussi le fait de régler un certain nombre de questions qui tournent autour du patrimoine ou de l'héritage. L'amour est un beau sentiment, évidemment magnifique, qu'il faut convoquer dans nos débats, mais peut-être que dans le Code civil, il ne doit pas nous guider pour faire la loi. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit très excellemment Monsieur le Président de la Commission des lois. Cette proposition de loi, elle est vue comme étant quelque chose qui empêcherait systématiquement le fait de quelqu'un qui serait étranger en situation régulière de se marier. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit dans la proposition de loi. Certes, il y a un article, et d'ailleurs j'en ai exprimé mes réserves à la fois au Sénat et à l'Assemblée, Monsieur le Président, mais il y a au moins 2 autres articles extrêmement intéressants que le Parlement devrait, je crois, pouvoir voter à l'unanimité. Quiconque a été maire, et quelles que soient les couleurs politiques des maires, quiconque a été maire, en quelques jours, attend du procureur de la République une réponse sur des doutes que pourraient exprimer légitimement les maires qui vérifient en effet le consentement et le libre arbitre des femmes et des hommes qui se marient, on voit bien que c'est trop court. 2 mois, fixés par la proposition de loi de M. Demilly avec le rapporteur Le Rudulier, que je salue, 2 mois me paraît raisonnable. Le fait qu'il y ait une absence de réponse du procureur de la République, on peut le comprendre, le procureur de la République, il n'a peut-être pas ça à faire toute la journée, de répondre pas simplement aux 30 ou aux 300 mariages frauduleux éventuels, ça c'est des mariages frauduleux dénoncés par les élus et les procureurs de la République. Mais il y a des milliers de signalements qui sont faits au procureur de la République pour lesquels il n'y a pas de réponse. Et vous savez bien, comme ça a été dit, le maire, il est, ou en tout cas l'officier d'état civil, jusqu'à 5 ans de prison condamnable s'il ne procède pas à ce mariage. Quiconque a reçu dans son bureau de maire, ce qui était mon cas, des mariés, parfois très nombreux, dans une ville de 100 000 habitants, ça m'est arrivé extrêmement souvent. Et je recevais tous les gens que je mariais pour savoir si ce consentement était éclairé et pour savoir si les personnes se mariaient pour les bonnes raisons. Parce que je rappelle que les portes de la mairie doivent être ouvertes, les portes de la salle des mariages doivent être ouvertes et on se marie devant l'officier d'état civil, devant le président de la République, devant la Marianne, c'est montrer que ce n'est pas qu'une histoire d'amour entre 2 personnes, très difficilement vérifiable d'ailleurs l'amour entre 2 personnes, mais de pouvoir voir que devant la société, la famille est la plus stable possible. Et pouvoir notamment prévoir qu'il y a secours et assistance. On a du mal à voir comment il y a secours et assistance si les personnes n'habitent pas durablement dans le même pays, par ailleurs. Donc d'ailleurs, la fragilisation, pour ceux qui sont nombreux, défendent les personnes les plus vulnérables, qui devraient accorder, me semble-t-il, au moins l'article 1B, voire l'article 1 sur les documents fournis. Donc il me semble que cette proposition de loi ne vaut pas les
les caricatures et l'hégémonie que j'ai pu entendre. On comprend mieux pourquoi elle vient du camarade centriste de Milly, qui est un sénateur, maire d'Albert, extrêmement attentif, me semble-t-il, à l'équilibre des droits humains, mais qui simplement constate des dérèglements. Et on comprend mieux pourquoi l'Association des maires de France l'a soutenu, association qui la soutient dans sa grande pluralité politique. Je ne vais pas vous rappeler qui est le vice-président, par exemple, de l'Association des maires de France, par exemple, qui n'appartient pas, me semble-t-il, à la majorité ou au bloc central tel qu'il existe ici ou tel qu'il pourrait exister au Sénat. Donc si l'article 1er, Monsieur le Président, pose des questions, on pourrait quand même savoir pourquoi on doit pouvoir accorder le mariage à des personnes qui sont régulièrement sur le territoire national, puisque l'État est un peu schizophrène. D'un côté, il dit que cette personne doit partir, et de l'autre, il lui dit qu'il peut se marier. Mais entendons la décision du Conseil constitutionnel et entendons que le mariage soit un droit qu'il faut reconnaître et qui pourrait être tout à fait accepté si, par exemple, la personne le suit ou la suit dans son pays d'origine. Cet article n'est manifestement pas constitutionnel. Et c'est pour ça que j'ai dit à la tribune tout à l'heure que je ne le soutenais pas tel qu'il était écrit expressis verbis. Mais soutenons ensemble que l'article 1A et 1B est tout à fait nécessaire pour l'ensemble de la nation, et tout à fait nécessaire pour l'ensemble des maires. Ceci n'a rien à voir avec l'amour, ou plutôt ça a à voir avec l'amour que nous portons aux élus locaux pour leur simplifier leurs tâches. Et l'examen de cette proposition de loi très controversée n'est pas allé à son terme puisque une demi-heure avant la fin de la séance, eh bien, les troupes d'Éric Ciotti ont tout simplement quitté l'hémicycle dans une ambiance tendue et confuse. Fin de cet épisode, à bientôt sur LCP.